Ben, je vais la prendre alors. Ben voilà, je te laisse te présenter. Merci Joël, tu m'as bien embrouillé la tête. Comme ça, déjà, je suis pas en super forme, mais ça va être chaud. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Je vais vous parler de l'éducation thérapeutique. Mets-toi ta caméra. Il y a un peu de trouble là. Pierre, est-ce que tu peux nettoyer ta caméra? Ma caméra elle est propre. Mais de toute façon, je vais apparaître en tout petit, donc ça ne va pas être bien grave. Pas grave. Et puis, je suis un peu trouble au niveau santé, donc mon image va bien avec mon corps. C'est ça. Alors, par contre, est-ce que j'arrive à... Voilà. Donc, moi, vous m'entendez là, c'est bon? Allô? Oui, 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 on t'entend. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de la mise en place d'ateliers Shiatsu dans un programme d'éducation thérapeutique du patient. Et c'est à peu près on va faire le lien avec les deux interventions qui sont venues depuis ce matin, depuis cet après-midi, pardon. Donc déjà, l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, de quoi parle-t-on? C'est on peut estimer que la naissance de l'ETP date officiellement de 1975 et ça a été fait dans un hôpital suisse. Mais en fait, réellement, le principe de l'éducation thérapeutique du patient date des années 20, 1922, si ma mémoire est bonne, lors du premier traitement d'un patient par insuline. Effectivement, le traitement par insuline du diabète nécessite en fait une prise en on peut pas prescrire, le médecin ne peut pas prescrire une ordonnance standard pour l'insuline. Ça va dépendre de l'activité que le patient va avoir. Si c'est un jeune garçon qui sort jouer au foot, il va falloir une prise plus régulière que si c'est quelqu'un qui va rester chez lui. Et donc, il y a eu une éducation qui a été faite pour ces malades-là pour justement qu'ils arrivent à comprendre et à traiter leur prise d'insuline. Donc maintenant, l'éducation thérapeutique du patient, elle est pratiquement généralisée à toutes les maladies chroniques. Alors, en fait, pour faire le lien avec la première intervention, on a trois grandes périodes de l'éducation. On a avant 1970, où là, on était dans une pédagogie dite verticale, c'est-à-dire il y avait le sachant et les patients. Et les patients essayaient tant bien que mal de comprendre et d'appliquer ce qu'ils venaient d'apprendre. À partir des années 70, en fait, on est rentré plus dans la mouvance de la société aussi. C'était le début, l'émergence des pédagogies du type Montessori, Freinet et tout ça. Et en éducation thérapeutique, il y a eu aussi cette modification, on va dire, dans l'apprentissage, avec une pédagogie qui est devenue plus humaniste, qui était basée vraiment sur l'expérience et le fait d'apprendre en faisant. Et depuis le début du XXIe siècle, eh ben, un peu comme tout le reste, on est passé sur une approche qui est beaucoup plus administrative parce que la santé, comme en parlaient Anne et Laurence tout à l'heure, et c'est indexé entre guillemets sur la médecine basée sur les preuves. Et donc maintenant, on est toujours dans une approche, on va dire humaniste, mais en fixant quand même des objectifs aux patients, des objectifs qui sont discutés médecin-patient, mais il y a quand même des objectifs pour pouvoir avoir des chiffres pour montrer à l'ARS pour que le programme puisse continuer. Donc, pour moi, en fait, ce qui est important dans l'éducation thérapeutique du patient, je vais dire ETP, ça va aller plus vite, c'est en fait que la personne qui souffre, elle devienne acteur de son traitement et de sa qualité de vie. Par l'apprentissage, bien entendu, lors des ateliers pour acquérir des compétences, mais surtout parce que ce sont des ateliers qui sont
qui sont collectifs en fait, eh ben, elle va rencontrer des gens qui souffrent de la même pathologie qu'elle. Elle va pouvoir parler et lorsqu'elle va dire quelque chose, eh ben, elle sait que la personne qui est en face, elle va comprendre ce dont elle est en train de parler. Et ça va participer, en fait, le fait d'exprimer le vécu de la personne va participer ben là, j'ai mis reconstruire une identité blessée et je pense que c'est exactement ça. Donc, ce qui est important, c'est que traiter une maladie, ça nécessite une approche médicale. Soigner un malade, ça nécessite une approche pluridisciplinaire. On l'a un peu vu tout à l'heure dans les deux interventions qui viennent de précéder. Donc, pourquoi intégrer les disciplines complémentaires? Parce que c'est top. Au niveau des patients, ça leur permet d'avoir une approche de leur maladie différente de l'approche médicale. Ça leur permet de pouvoir parler à l'intervenant, qui n'est pas forcément quelqu'un du médical, d'une manière libre, parce que lorsqu'elle va dire j'ai mal au ventre, si c'est par exemple une personne qui souffre d'un Crohn, si elle dit j'ai mal au ventre à une personne qui n'est pas médecin, elle sait que ça ne va pas déclencher des analyses, elle sait que ça ne va pas déclencher des prises de médicaments et tout ça. Donc, elle va avoir une parole qui est beaucoup plus libre. Et en fait, la deuxième grosse raison d'intégrer des disciplines complémentaires, c'est qu'on n'a pas trouvé mieux pour lutter contre le stress. Voilà, à mon sens. Donc, une équipe d'éducation thérapeutique est composée pratiquement tout le temps d'un médecin, d'un ou deux médecins, de psychologues et de patientes expertes ou patients experts, pour faire plaisir à Joël. Et en fonction des maladies liées à l'ETP, on va avoir, par exemple, pour l'asthme, on va avoir un kinésithérapeute qui va travailler sur la respiration, sur les mouvements respiratoires, une conseillère en environnement intérieur aussi, c'est une personne qui va venir au domicile du patient pour voir, par exemple, toujours dans le cas de l'asthme, s'il n'y a pas des moisissures, des zones, quelque chose, des allergènes qui peuvent déclencher les crises. De temps en temps, vous trouvez des praticiens en shiatsu, des coachs vocaux. Bon, je vous laisse lire la suite. Alors, pour les gens qui étaient au congrès de 2017, excusez-moi, vous avez déjà vu cette petite vidéo, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été là, qui n'étaient pas là, pardon. Et c'est une petite vidéo qui est faite de bribes de 2013 et de 2017 et qui explique relativement, qui arrive à bien situer ce que c'est un programme de TP. Ah, si j'arrive à l'annoncer. Bon. Pourquoi j'ai plus rien qui marche? Faire de l'éducation thérapeutique en tant que médecin, c'est vraiment une remise en question sur sa propre pratique. On apprend beaucoup des patients et c'est très surprenant. Ça dure 4 mois à raison d'un atelier, en général d'une durée de 2-3 heures, mais parfois beaucoup plus parce qu'au final, les patients sont très demandeurs. Et puis, au bout de 3-4 mois, normalement, les patients ont bénéficié de nos 7 ateliers avec un atelier d'évaluation, un petit bilan qui permet de déterminer si les objectifs qu'on s'était fixés avec le patient sont atteints. C'est une façon, effectivement, de prendre en considération le patient dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement centré sur ses symptômes, sur sa pathologie au sens de l'organisme, du somatique, mais
que être malade, ça implique un certain nombre de difficultés dans la vie physique, psychologique et sociale, et d'intervenir pour aider à une meilleure prise en charge plus globale de l'individu. Les retours sont effectivement très positif, très favorable. C'est vrai que le fait d'avoir cette transversalité dans l'ensemble de l'équipe, de trouver des intervenants de différents rôles et différentes fonctions, cette synergie-là au sein de l'équipe, ça permet vraiment aux patients de développer une meilleure connaissance de leur maladie, de leur façon de réagir, de faire face, et tout ça va les aider finalement aussi à mieux prendre en charge, même sur le plan de la thérapeutique, leur maladie. Bonjour, Rémi Collomb, je suis pharmacien chef de pôle pharmacie au CHU de Nice et j'anime avec mon équipe le projet PLEASE, PLEASE pour projet ludo-éducatif accès santé-environnement. Bonjour, on est au sein de l'espace santé des hôpitaux de l'assistance publique de Marseille qui héberge l'école de l'asthme. Et aujourd'hui, je suis en présence d'Aurore Lamourou, qui est docteur en psychologie, qui est coordinatrice et responsable de ce projet École de l'asthme. Vous verrez que c'est un très beau projet avec notamment 2 ateliers très particuliers qui sont très innovants et qu'on ne trouve qu'ici, qui ne sont pas normalement développés en France et qui sont des ateliers de shiatsu et d'expression corporelle. Donc, Aurore, bonjour. Comme ça, vous pouvez nous présenter un peu de quoi il s'agit. Et donc, l'école de l'asthme de Marseille est hébergée par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, mais c'est aussi une association qui porte l'école de l'asthme, donc l'association Asthme et Allergie. Et classiquement, comme dans l'ensemble des écoles de l'asthme, nous proposons des ateliers sur la pathologie, sur les traitements, sur comment vivre au quotidien avec sa maladie. Mais il me semblait que les enfants et les parents pouvaient aussi avoir d'autres besoins, notamment de développer la dimension psychosociale de notre programme. Et donc, pour ce faire, nous avons proposé des ateliers de gestion du stress, mais aussi de shiatsu, d'expression corporelle, afin de travailler sur soi, sur le corps et sur la relation que les parents et les enfants entretiennent dans la gestion de leur maladie. Donc, nous allons participer à 2 de ces ateliers et on va faire ça en présence de Cécilia Puche, qui, elle, fait de l'expression corporelle, et de Pierre Amator, qui, lui, est responsable plutôt des ateliers shiatsu. Tout à fait. Ils vont pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit. Je suis Pierre Amator, je suis praticien spécialiste en shiatsu. Shiatsu, en fait, c'est une discipline qui, on pourrait dire, est située entre l'ostéopathie et l'acupuncture. C'est-à-dire, au Japon, c'est une discipline qui est reconnue par le ministère de la Santé, qui est un diplôme d'État. En France, il y a une titre professionnelle depuis 2 ans maintenant. Et le principe des ateliers qui sont mis en place à l'école de l'asthme, c'est de faire une partie auto-shiatsu, c'est-à-dire la personne va travailler elle-même sur certains points, et aussi de remettre une communication, d'établir un nouvel type de communication entre parents et enfants, parce qu'en fait, on est sur une communication non verbale qui est liée au toucher. Et, donc, on travaille essentiellement sur les chaînes musculaires. Le but, c'est d'étendre ces chaînes musculaires qui rentrent dans le processus du système respiratoire, et surtout d'arriver à calmer, alors bien entendu c'est complémentaire au traitement conventionnel, et le but c'est de calmer justement aussi l'esprit, c'est-à-dire que par le fait de travailler certains points, l'enfant ou l'adulte va focaliser sur autre chose que sa crise. Merci beaucoup, Aurore, de nous avoir accueillis au sein de l'espace. Donc voilà, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette vidéo, c'est que si on remplace le terme éducation thérapeutique du patient par shiatsu, on peut, en fait, tout ce qui est dit correspond en fait au shiatsu aussi, sur la globalité, le fait de travailler à la fois sur le corps et l'esprit, et ainsi de suite. Alors, en fait, l'intitulé de cette présentation, c'était la mise en place. Donc, bien entendu, moi, j'ai juste accepté de faire un atelier sur ma proposition aussi, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que
En 2010, j'ai commencé à travailler à la Maison de Gardanne, qui est un établissement de soins palliatifs. Et en 2012, ils m'ont demandé de faire un exposé sur les disciplines complémentaires au colloque de la Société française des soins palliatifs qui avait lieu à Strasbourg. Et en faisant des recherches, en fait, je suis tombé sur le site de l'école de l'asthme. Et ma fille étant asthmatique, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et donc, je suis allé les voir et on a commencé à discuter. Je leur ai, je leur ai parlé des effets du shiatsu lorsque je travaillais avec des personnes en soins palliatifs, notamment au niveau de la respiration. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé de faire une séance. Et à la fin de la séance, Aurore, la personne que vous voyez dans la vidéo, si je me souviens bien, la première chose qu'elle m'a dit, vous commencez quand? Voilà, donc j'ai commencé assez rapidement à mettre en place des séances sur l'asthme parce que c'était un domaine qui me touchait. Il n'est pas là, Gabriel? Il est parti où? Est-ce que vous pouvez quitter votre micro? Merci. Donc, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Oui, parce que l'asthme, c'était quelque chose qui me touchait de par ma fille. Et donc, je me pensais compétent pour animer, en fait, des ateliers là-dessus. Et le début, c'était une activité bénévole. Et là, dans le diapo, j'ai mis sur un temps donné parce que je trouve très intéressant de faire du bénévolat, mais nous sommes professionnels en shiatsu. Et ce bénévolat doit avoir un temps donné dans la mesure où il faut qu'on gagne notre vie quand même. Et d'autant plus qu'à l'heure actuelle, pratiquement tous les programmes de TP sont portés par l'ARS, c'est-à-dire sont portés par des centres, des hôpitaux, mais sont financés par l'ARS. Et donc, dans le financement qui est prévu, les séances des intervenants non médicaux sont budgétisées. Donc, maintenant, il y a possibilité d'avoir une rémunération en plus en travaillant, en faisant ce qui nous plaît. Donc, le shiatsu et l'éducation thérapeutique, ce que le shiatsu peut apporter en fait au patient, on va avoir l'autonomie du patient parce qu'on va lui apprendre certains protocoles qui vont permettre de gérer différemment sa maladie. On va surtout redonner un schéma corporel à la personne parce que très souvent, quand il y a une souffrance, alors là, je parle pas de l'asthme, même, parce que comme j'interviens aussi en rhumatisme inflammatoire chronique, je parle plus au niveau des RIC. Pas un seul mot. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc, on va travailler sur le corps de la personne, ou en tout cas, il y a un binôme qui va se mettre en place dans les ateliers. Et donc, en fait, la personne va ressentir les effets des pressions shiatsu, même si ce n'est pas fait par des professionnels, même si ce n'est pas fait par des spécialistes en shiatsu. On a quand même un ressenti qui est fait par le type de pression de shiatsu, notamment au niveau du dos. Et donc, on va permettre à la personne de réintégrer son corps quelque part, en tout cas en refaisant cette globalité de la personne entre son corps et son esprit. Et ce qui est intéressant… Oui. Pierre, il faut que tu termines. OK. Donc, je finis par les bénéfices perçus par les patients. C'est des bribes justement des formulaires d'évaluation sur les objectifs. Et voilà, je vous laisse lire et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci Pierre, merci beaucoup.